Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo qui va se focaliser plus sur une fonctionnalité logicielle, un petit peu matérielle du Galaxy S7. Je dirais une particularité, mais il y a quelques concurrents qui le font aussi, c'est la prise de photos en mode RAW. Alors, la première partie de la vidéo, je vais la faire comme ça, avec une caméra, pour vous parler rapidement du mode RAW, ce que c'est, les avantages, etc. Et la deuxième partie, on basculera sur l'écran de l'ordinateur et je vous montrerai en pratique l'utilisation du mode RAW. Alors, RAW, R-A-W en anglais, ça veut dire brut. Alors, l'intérêt du mode RAW sur les appareils photo d'abord, et puis on verra après pour les smartphones. Alors, il faut voir la prise de vue standard de votre appareil photo, que ce soit un réflexe, un appareil photo compact, etc., mirrorless ou compagnie. Si vous faites une sortie JPEG, il faut le voir un peu comme un Polaroid. Il faut voir un peu la prise de vue en mode JPEG comme un Polaroid. Pourquoi Parce que vous allez donc faire votre prise de vue, donc choisir un petit peu l'ISO, l'ouverture. Alors sur un smartphone c'est moins vrai. La vitesse de prise de vue, ça c'est possible sur votre smartphone. Mais le reste va être décidé en interne par le logiciel du téléphone. Une balance des blancs va être appliquée, des choix vont être appliqués, etc. Puis l'image va être convertie dans un format JPEG qui est un format compressé destructif, c'est-à-dire qu'il y a perte d'information. C'est une compression avec perte d'information. Ce qui veut dire que toute l'information qui va être délibérément enlevée par le logiciel du téléphone parce qu'elle n'est pas nécessaire, elle est perdue définitivement, vous ne pouvez plus y avoir accès. C'est un peu comme le taux de compression d'un MP3 si vous voulez. Le MP3 c'est le même principe, c'est supprimer les parties du spectre sonore que vous ne pouvez pas entendre. Et donc par conséquent, une fois que le logiciel a enlevé ces éléments sonores là pendant la compression, il n'y a plus moyen de les récupérer par la suite. Donc quand vous shootez en JPEG, que ce soit avec un smartphone ou avec un appareil photo même haut de gamme, la conséquence directe, c'est que l'équivalent, en fait, c'est que vous shootez en mode Polaroid, et que voilà, l'appareil va faire des choix pour vous, mais que derrière, vous ne pourrez pas récupérer ces choix-là si jamais ces choix ne vous conviennent pas. Alors le mode RAW est apparu. Alors le mode RAW c'est assez ancien sur les appareils numériques. Déjà le principe c'est de stocker les données brutes du capteur. Donc chaque fois qu'un capteur va être déclenché pour prendre une photo, l'appareil va stocker l'ensemble des informations que les photosites du capteur ont reçues. Donc en termes de colorimétrie, luminosité, etc. Et ceci dans un fichier. Beaucoup d'appareils permettent de shooter en mode RAW plus JPEG, donc de prendre des photos dans un double mode, ce qui vous permet toujours, pour les gens qui veulent un raccourci un peu rapide, d'exploiter derrière des photos JPEG, que vous pouvez passer en revue, et au moment où vous dites cette photo-là mérite vraiment que je passe du temps dessus pour la retravailler, dans ce cas-là, vous pouvez exploiter des photos en mode brut, en mode RAW. Moi personnellement, je ne prends des photos sur mon réflexe, en tout cas, enfin sur mon réflexe, sur mon mirrorless, que en mode RAW, que j'exporte systématiquement ensuite en JPEG, mais via des logiciels dédiés. Donc le RAW a cet avantage-là énorme de stocker toutes les informations brutes du capteur. Il a par contre l'inconvénient de prendre de la place, puisque forcément toutes les données prises par le capteur vont être stockées dans le fichier. Voilà. Fichier qui est un petit peu compressé, mais malgré tout, vu la quantité de données à gérer, évidemment le fichier va être beaucoup plus gros. Alors, l'ordre de grandeur est quand même un facteur 10, quelque chose comme ça. Donc on peut dire qu'en moyenne, allez, une photo ici, vous la prendrez, elle fera entre 3 et 5 mégas en JPEG. En RAW, elle va faire 30 mégas, 28-30 mégas. Donc ça a quand même cet inconvénient-là. Je pense sur un smartphone, vous ne prendrez pas toutes vos photos en RAW, mais en tout cas, si vous avez des moments particuliers ou des moments avec des conditions techniques difficiles, du genre basse lumière, etc., basculer en mode RAW, vous pourrez éventuellement essayer de récupérer derrière vos images. Alors, une fois que vous prenez vos photos en mode RAW, là vous n'êtes plus du tout dans le monde du Polaroid, vous êtes dans le monde, je dirais, du développement, l'équivalent du développement argentique d'antan. C'est-à-dire le RAW étant l'équivalent plus ou moins de la pellicule photo,
Et puis ensuite, il va falloir passer du temps pour développer la photo. Alors développer numériquement, mais ça reste du développement photo, c'est-à-dire décider comment vous souhaitez finalement choisir l'exposition finale de votre photo, les réglages en colorimétrie, en chaleur, est-ce que vous voulez une image plutôt chaleureuse, plutôt froide, etc. Tout ça, vous pouvez le faire en post-traitement. C'est pas des calques que vous venez poser sur la photo, c'est vraiment vous influer globalement ou localement sur la photo qui a été prise. Alors pour faire ça, il vous faut l'équivalent de votre petit labo photo. Personnellement, j'utilise Lightroom. Alors Lightroom, c'est je vais le mettre à l'écran, c'est le produit payant de chez Adobe. C'est un produit qui coûte 130 €, je dirais, dans sa version 6. Vous avez une version CC qui est une version cloud, donc avec un abonnement à 12 € par mois. Donc après ça, c'est à vous de voir la fréquence à laquelle vous faites des photos. Si c'est juste pour votre smartphone, c'est peut-être un peu excessif. Moi, il se trouve que je prends aussi des photos donc avec mon appareil photo, donc c'est tout à fait pertinent d'avoir investi cette somme. Vous avez des équivalents Lightroom. Alors j'ai vu une personne par exemple qui évoque le logiciel qui m'a l'air d'être pas mal. Logiciel qui s'appelle Polar, qui est un logiciel cloud gratuit, qui est un équivalent léger de Lightroom. Alors il existe en version Chrome, que vous pouvez directement utiliser comme une application, une Chrome App, et il vous permet, voilà, vous voyez, vous avez quelques fonctionnalités similaires à Lightroom sur température, saturation, vibrance, clarté, etc. de la photo. Donc ça c'est une solution gratuite, même facile à installer pour vous si jamais vous ne voulez pas installer l'application sur votre ordinateur, c'est assez facile. Sinon, j'avais ici je crois une liste de produits. Voilà, donc je suis allé sur funandroid.com, qui est un petit article sur le RAW. Et puis j'ai ici une petite liste de logiciels, donc vous avez, comme je disais, Photoshop et Lightroom. Et en gratuit, vous avez GIMP, Photoshop Express, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé. Et vous avez aussi Darktable, ImageMagick et Digicam pour Linux. Voilà. Alors faites attention sur cet article, je l'utilise uniquement que pour la liste des petits logiciels qui étaient indiqués. GIMP, effectivement, j'y avais pas pensé, mais ça doit effectivement être exploitable pour du RAW, même si je l'ai jamais utilisé. Par contre, cette photo là, ce RAW à gauche, JPEG à droite, c'est absolument faux. C'est-à-dire c'est un peu l'équivalent d'un avant-après, le RAW c'est mieux, le JPEG c'est moins bien, ou je ne sais trop quoi. Cette photo est trompeuse, vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, exactement la même image issue de votre fichier RAW que l'image JPEG qui a été générée par votre smartphone. C'est vous qui allez choisir au moment du développement ce que vous voulez faire comme rendu, et par conséquent c'est vous qui allez déterminer si vous voulez que cette image ressemble au côté droit. Si c'est votre souhait, en tout cas, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, je prends une petite image sans prétention, exprès avec des défauts techniques. Donc je vais prendre une image qui va être orientée par ici, je vais prendre le fond blanc, un peu surexposé, comment ça s'appelle là, mon radio réveil, et puis mon ancien Xperia Z, avec le devant qui est assez sombre, donc assez sous-exposé, et puis je vous montrerai avec Lightroom que prendre des photos en RAW avec ce téléphone permet de récupérer quelques zones mal exposées, en tout cas du téléphone. Donc, une petite séquence que j'avais oublié de filmer, mais qui est vraiment extrêmement importante, c'est comment activer le support de l'écriture en mode RAW de vos photos sur un Galaxy S7. Alors pour cela, il suffit de vous rendre donc, dans l'application appareil photo, l'application Samsung pour prendre native pour prendre des photos. Et vous voyez en bas à gauche de l'écran un menu qui s'appelle Mode. Vous devez choisir le mode Pro. Le mode Pro, c'est le mode un peu manuel, entre guillemets, hein, tout n'est pas, je crois, manuel, mais en tout cas il y a beaucoup de réglages qui deviennent manuels. Donc vous choisissez le mode Pro. Vous voyez, moi j'ai une petite infobulle qui s'affiche pour me dire que les photos vont être enregistrées à la fois en JPEG et à la fois en RAW. Mais pour vous, si c'est la première fois que vous le sélectionnez, il faudra sélectionner le menu en haut à gauche, le menu de réglage, de paramètres. Il faudra que vous activiez ce réglage-là, enregistré dans le fichier RAW. Ce réglage est grisé si vous êtes en mode standard, qui est le mode par défaut, le mode auto. Vous voyez, si je retourne dans le menu, par défaut, l'enregistrement en fichier RAW est désactivé. Par contre, l'appareil se rappelle
que vous avez activé ce réglage là, donc dès que vous revenez en mode pro, c'est réactivé. Il n'y a rien de plus à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous faites vos réglages, ouverture, vitesse, ISO, etc. Et de toute façon, les photos vont être prises en mode RAW. Voilà, c'est assez facile. On se retrouve donc maintenant donc son via la webcam, une Logitech C920. Et je vous enregistre ce qui s'affiche à mon écran d'ordinateur. Donc je vous ai mis déjà pour commencer un article qui avait été fait par Frandroid à l'époque, qui présentait l'API Camera 2, donc l'API Android Camera 2, qui supporte justement l'arrivée du RAW. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs téléphones déjà qui sont compatibles RAW. Alors je n'ai pas la liste exhaustive, mais je crois que le LG G4, des Nexus, et puis le Galaxy S7 donc, sont compatibles avec Camera 2, l'API Camera 2, et donc on le support du format de prise d'image RAW. Alors ceci nécessite aussi d'avoir l'application adéquate. Donc pour Samsung par exemple, c'est leur propre application photo, mais vous avez aussi l'application Caméra, je crois qu'elle s'appelle, il me semble, de Google, qui est disponible sur le Play Store et qui, je crois, apporte aussi le support de RAW. Vous avez aussi des logiciels de retouche pour vos fichiers RAW directement sur le Play Store, donc directement exploitables via vos téléphones. Cependant, je vous conseille pas d'utiliser ce type de support, c'est pas vraiment idéal. Alors c'est possible, hein, si vous avez besoin de faire quelque chose vite fait, c'est possible, mais c'est pas idéal. Voilà, donc on bascule tout de suite sur Lightroom. Alors c'est Lightroom 5, il y a une version Lightroom 6 qui est sortie, mais bon, il faut que je remette la main au portefeuille si je veux bénéficier de la nouvelle version, et pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, ici je suis dans la partie bibliothèque, donc la partie bibliothèque référencie l'ensemble des photos, éventuellement vidéo, mais c'est pas le but du logiciel, que j'ai prises. Donc je vous affiche rapidement les métadonnées de la photo. Donc c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure, il y a déjà un petit moment. Photo en 4000 par 3000 pixels, donc en portrait. Une distance focale de 4,2 mm, ISO 160, fait avec le Samsung. f1.7 à 1/35e. Voilà techniquement à quoi la photo ressemble. Voilà. Donc ici j'ai la photo que j'ai prise. Je viens de la réinitialiser parce qu'elle n'était pas mise à 0. Et vous voyez donc une photo. Alors je vous l'avais dit, hein, qu'il n'y en a pas d'intérêt esthétique. J'ai mis à l'écran quelques petites babioles que je teste. Vous avez mon ancien Xperia Z, la boîte du Galaxy S7, ici mon radio réveil, et puis un fond qui est un peu brûlé, et peut-être un premier plan qui manque de détails. Voilà. Donc je passe en mode développement. C'est similaire avec... il y a beaucoup d'applications qui fonctionneront de la même manière. Donc, le principe d'un mode RAW, c'est donc de pouvoir retraiter derrière ces photos. Vous voyez ici l'histogramme, et vous voyez par exemple via l'histogramme qu'il y a ici, on voit clairement des zones qui sont brûlées. Des zones de photos qui sont brûlées. Peut-être aussi ici, si on regarde, on voit très peu il n'y a pas de zone trop sombre non plus, les noirs sont bien gérés. J'aurais pu essayer de faire pire, donc j'ai pas été très bon dans la médiocrité. Mais vous verrez quand même l'intérêt de la chose. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous voyez ici, vous avez une zone qui est pas très nette, la zone avec l'afficheur du radio réveil. Ça, c'est des choses qui sont, je pense que je l'avais évoqué dans la première partie de la vidéo, qui ne seront pas corrigeables. Tout ce qui est mis au point, c'est définitif, ça se fait au moment de la prise de vue. Si jamais vous ratez votre mise au point, que vous êtes en mode automatique ou que vous ne décidez pas de l'endroit où vous choisissez de faire la mise au point, mais que vous laissez votre appareil le faire, vous en paierez les conséquences, et donc vous aurez une mise au point là où l'appareil a décidé de le faire. Donc pour ça, il faut impérativement, sur un smartphone par exemple, taper sur l'écran tactile pour décider où vous souhaitez faire la mise au point. C'est nécessaire si vous voulez avoir quelque chose qui, en tout cas au niveau du visuel, ressemble à ce que vous voulez. En tout cas, on voit une légère petite profondeur de champ ici. Alors, sur la droite, vous avez rapidement des curseurs. Alors, Lightroom est très bien fait, c'est-à-dire qu'il met toujours en haut les premiers aspects de la photo
à aller chercher. Et puis, plus vous descendez vers le bas, donc ces onglets-là, jusqu'ici, là, vous avez les choses que vous pouvez faire en dernier. Alors, vous voyez tout de suite ici le fond brûlé. Ce fond brûlé peut être traité globalement ou localement. Alors, vous avez ici le curseur global d'exposition. Le curseur global d'exposition permet de rendre la photo plus sombre ou rendre la photo plus lumineuse globalement. Idem pour la partie contraste. Je peux condenser l'histogramme vers le centre ou au contraire l'étaler. Donc ça permet d'avoir des photos, de créer par exemple des photos avec des hautes plages dynamiques. Donc la première chose que je vais faire, alors je vais pas faire un traitement complet de la photo, hein, ça pourrait prendre beaucoup de temps. L'objectif c'est de vous montrer qu'une photo comme ça, qui pourrait être ratée en JPEG, peut être récupérée. Donc ici je voudrais travailler sur les hautes lumières, parce que la photo est brûlée. Alors une photo brûlée malheureusement c'est pas le meilleur pour la rattraper. Souvent une photo brûlée ce sera trop tard. Toujours est-il que je peux essayer d'influencer un peu ma photo. Vous voyez, ici déjà je peux commencer à déboucher un petit peu les blancs. Alors si je vous remets par défaut, vous voyez qu'ici le haut-parleur par exemple est complètement brûlé. Mais par contre, si je diminue ce curseur-là, vous voyez ici qu'on commence à voir le plastique du haut-parleur. Maintenant, je peux aller travailler sur la zone des hautes lumières et continuer à baisser un petit peu. Et vous voyez que je commence à récupérer ce fond ici. J'ai plus un fond blanc brûlé, j'ai un fond plutôt gris. De la même manière, si je veux travailler sur les noirs, ici, je peux aller travailler localement donc sur les noirs du premier plan, décaler un petit peu. Donc vous voyez, j'éclaircis globalement la photo sur la partie noire, ou je peux aussi l'assombrir si c'est mon souhait. Voilà, donc je vais faire en sorte que l'histogramme soit moins tassé. Voilà, parfait. Vous voyez ici que maintenant il n'y a plus de zone complètement noire. Et ensuite, je peux aller jouer globalement sur mon histogramme pour essayer de positionner les noirs à l'endroit où je le souhaiterais. Ça me semble pas mal. Donc voilà à quoi ressemble la photo. Je peux évidemment recadrer la photo, je peux la remettre droite si je souhaite la remettre droite, je peux effacer des petits défauts. Alors Lightroom permet, comme beaucoup de logiciels de retouche d'image, de venir effacer des choses que vous ne voudriez plus pas voir affichées. C'est assez pratique. Par exemple, pour effacer les petites poussières qui sont sur l'écran, etc. La correction du rouge, je pense pas que vous serez intéressé. Je peux aussi venir mettre en place des filtres gradués, si je le souhaite, de cette manière-là. Voilà. Alors ceci, et puis derrière dans le filtre, je peux décider, par exemple, de faire du vignettage. Alors, si votre souhait c'est de faire du post-traitement, voilà, vous pouvez assez facilement faire du vignettage, mais c'est pas, je rappelle, c'est pas un calque. Enfin, ça fonctionne comme un calque, mais ce vignettage vient vraiment modifier l'affichage qui se produit à l'écran. Voilà, et puis ensuite vous pouvez, alors vous avez un tas de petits réglages, mais vous pouvez aussi tout à fait, si vous le souhaitez, en plus des corrections d'objectifs, éventuellement, augmenter les détails. Vous voyez, je peux vraiment rendre la photo beaucoup plus précise, mais dans ce cas-là, j'augmente la pixelisation. Je peux aussi diminuer le bruit, et flouter complètement la photo. Alors évidemment, en la floutant, je prends aussi le risque de la rendre extrêmement lisse. Vous voyez, je perds un peu en rendu visuel, mais c'est possible. Voilà, donc ça c'est un travail très rapide que j'ai fait sur la photo pour vous montrer qu'il est possible non seulement d'égaliser l'histogramme assez rapidement, de récupérer des zones. Je vais quand même peut-être réduire ça parce que ça rend quand même la photo un petit peu moche. Voilà, donc vous pouvez récupérer des zones ici qui étaient franchement brûlées, vous pouvez en faire quelque chose. Alors vous avez toujours du flou, mais ça c'est normal, c'est une petite profondeur de champ. Mais la photo a été récupérée, elle est beaucoup plus propre, et ensuite il vous suffit plus que de l'exporter. Et là, très rapidement, vous pouvez l'exporter en JPEG, et vous allez récupérer une photo JPEG qui ressemble plus à ce que vous auriez aimé faire. Voilà. Maintenant que le développement a été fait dans Lightroom, je vous propose de comparer la sortie JPEG du Galaxy S7 à gauche, et puis à droite, l'export JPEG après développement. Donc je vais ouvrir l'image du Galaxy S7 à gauche, telle que le smartphone l'a traité.
Et puis à droite, je vous montre mon premier export issu d'un développement dans Lightroom. Alors, on va analyser la différence entre les deux images. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'image issue du Galaxy S7, à gauche, ce que je vous avais dit, c'est que l'image a été brûlée. C'est effectivement le mur du fond et l'enceinte, qui était une couleur claire, ont fusionné parce que l'image était surexposée. Le problème, c'est que, étant donné que c'est une sortie JPEG, j'ai perdu l'information de la forme de l'enceinte, et je pourrais faire les post-traitements que je veux, quel que soit le logiciel que je fais. À part un montage photo ou quelque chose comme ça, je ne pourrais de toute façon pas récupérer la forme de mon enceinte, puisque cette information-là est perdue. On voit que dans l'image de droite, parce que j'ai exploité un fichier RAW, le capteur avait quand même récupéré l'information de luminosité et de couleur de cette zone-là, et j'ai pu récupérer la forme de l'enceinte. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'on peut identifier. Grâce au développement du fichier RAW, j'ai pu récupérer de l'information. Ce qu'on peut voir également, c'est que donc dans le JPEG issu du Galaxy S7, on voit une image extrêmement contrastée. Ça se voit par l'emballage du Galaxy S7 qui est extrêmement sombre. Et ici, on voit que l'autocollant, le noir, est quasiment de la teinte du noir de la boîte. Or, sur le fichier RAW que j'ai exporté, j'ai moins poussé sur les contrastes, malgré le fait que je vous ai montré que j'ai donné une plage dynamique quand même assez importante. Les contrastes sont moins poussés, donc on voit une boîte qui est un petit peu plus claire, et on voit bien la distinction entre le noir de l'autocollant et le noir de la boîte, ce qui est finalement assez fidèle à la réalité. Si je regarde l'emballage, il est effectivement, il y a bien une différence de teinte entre la boîte et l'autocollant. Donc ça montre aussi un traitement assez poussé au niveau de la netteté des contrastes fait par le smartphone. Donc ça se voit bien au niveau des textes, ici Sony, ici Samsung Galaxy S7, et ici l'heure affichée par le radio réveil, qui sont assez flous comparé à l'image de gauche. Voilà. Mais je vous le disais également, à partir du moment où vous avez un fichier RAW, c'est aussi votre côté artistique, entre guillemets, qui va pouvoir primer. C'est-à-dire que c'est à vous de déterminer exactement quel est le rendu que vous voulez sur cette photo. Je vous ai fait un deuxième traitement que j'aime moins, mais qui est plus proche de la photo issue du Galaxy S7, et que j'ai appelé la photo plus. Alors je vous la mets dans un côte à côte. Alors je suis pas parvenu à 100% à obtenir le rendu que faisait le Galaxy S7, mais vous voyez que j'ai poussé la netteté en jouant sur les curseurs de clarté et de réduction de bruit. Donc je suis arrivé à un texte un peu plus net. J'ai poussé le taux de contraste pour arriver à peu près au même niveau de noir ici au niveau du radio réveil. Au niveau de la boîte, vous voyez qu'on voit maintenant également à peine la démarcation entre ce ruban adhésif et la boîte en elle-même. Voilà, mais c'était pour vous montrer que malgré le fait que j'ai toujours cette zone-là qui a été récupérée, sur laquelle j'ai toujours une différence de teinte entre le mur et l'enceinte, donc j'ai quand même réussi à sauver cette partie-là de la photo, malgré tout j'arrive quand même à se faire une sortie assez proche de ce que fait le S7 d'origine. Donc si vous aimez bien les photos fortement contrastées, vous pouvez aussi, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez aussi le faire. Voilà, donc j'espère que cette petite comparaison saura vous convaincre des bienfaits de la sortie en mode RAW. Voilà, donc mon petit tutoriel sur la prise de photos avec smartphone en mode RAW est maintenant terminé. J'espère que la vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle est suffisamment compréhensible à la fois pour les gens qui savent déjà manipuler Lightroom ou qui ont l'habitude avec leur réflexe d'utiliser le mode RAW. Vous apprendrez peut-être pas grand chose. Et puis pour les autres, j'espère en tout cas que ça vous aura au moins informé de l'existence de cette fonctionnalité et puis que vous réfléchirez si jamais vous êtes dans des situations qui peuvent nécessiter la prise de vue en mode RAW, n'hésitez pas à essayer. Ça peut vraiment valoir le coup. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je ne demande pas nécessairement dans mes vidéos parce que la plupart du temps ce sont des tests de produits, donc si les gens sont intéressés en général ils trouveront tôt ou tard la vidéo si elle est bien référencée. Là ça peut être intéressant s'il y a des gens qui ne sont pas au courant que la fonctionnalité existe. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous imaginez que les gens peuvent être intéressés par ce que je peux raconter. Merci d'avance
Je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur le Galaxy S7 et puis d'autres tests sur d'autres produits. Au revoir et bonne journée.